Le podcast de Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Salut tout le monde, salut chers auditeurs, téléspectateurs. Non, je peux pas dire, je dis-tu téléspectateurs? Ben oui, tu peux dire téléspectateurs. Ouais, y en a qui Salut les zombies ou téléspectateurs, tu crois que les gens ils regardent ça sur leur télé? Pas tous. T'es con ou quoi? Oui. Oui, maintenant, Tumblr, il y a la technologie, donc on prend qu'est-ce qu'il y a sur YouTube et on le projette sur notre télévision. C'est ce qu'on appelle nouvelle année, en fait. On est en 2022. Ouais, c'est bon, laisse faire. Ah, bon, attends. Hey Christophe, t'es pas mal moins beau aujourd'hui, comment ça va? Je sais, mais je sonne mieux. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, ouais. Voilà. Ça, c'est vrai. Ben oui, Christophe est absent aujourd'hui, il faut qu'on a invité Guillaume à venir faire tout le podcast avec nous. Ça me fait plaisir. Good. Et cette semaine, on reçoit Laurent. Laurent qui s'occupe de sa chaîne YouTube depuis maintenant, je crois, j'ai vu ça passer la semaine passée, 10 ans. Sa chaîne Horreur Critique fait des critiques de films d'horreur. Fait qu'on va parler horreur, on va parler YouTube avec lui, ça va être vraiment le fun. Mais avant, ben, les boys, je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait dans votre semaine. Fait que c'est le temps du petit tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique. Pour commencer, j'ai rien acheté parce que j'achète pas toujours quelque chose à chaque semaine comme vous autres. Le temps des fêtes t'a coûté cher? C'est surtout la grève qui coûte cher. Écoutez, j'ai amené ma fille Juliette pour la première fois au cinéma Mayfair, où on a été écouter Fright Night 1985. C'était sa première expérience dans un cinéma pour regarder un film d'horreur et elle a adoré ça. Elle a trouvé ça spectaculaire. Elle est accrochée maintenant, puis elle veut y retourner. So, c'est ça qui est arrivé dans ma semaine. Ça a été une belle expérience. Ça a été le fun, de faire découvrir quelque chose à ma filleule. Et puis, on va probablement y retourner encore. C'est Gremlins qui va jouer probablement la semaine prochaine. So, on va peut-être aller voir ça. Pour ceux qui ont jamais été au Mayfair à Ottawa, c'est un vieil cinéma, un vieux beau cinéma qui sent le vieux beau cinéma. C'est un peu comme le cinéma du parc, en fait, version Ottawa. Ouais. Effectivement. Ça a quoi? Ça a comme presque 100 ans, cette place-là. Je pense que oui. Moi, en fait, Guillaume, as-tu quelque chose? As-tu regardé quelque chose cette semaine? Ben, j'ai rien acheté, mais je veux bien parler de ce que j'ai regardé. Ben, vas-y. Ben, alors, le premier truc qu'on a fait, c'est ma petite et moi. Donc, ma petite qui a 4 ans. Je vais pas faire comme Martin et parler de ma petite à chaque show, mais je peux quand même mentionner voilà. Et on a écouté ensemble... Je t'aime, toi! Waouh, un compliment qui vient de Zomblard. Est-ce que je suis le premier? Probablement. Bref, on a écouté Coraline, qui, selon moi, qualifie quand même un peu comme film d'horreur, comme initiation pour les jeunes, pour les films d'horreur, je trouve ça pas mal. Mais sinon, on the side, moi, sous les recommandations de Martin Bruyère, j'ai écouté Terror Train. Pas les recommandations, là, ça, c'était pour le jour de l'an. Si, mais on s'en reparlera, mais c'est quand même... Tu me l'as recommandé, chaudement. Il aurait pu avoir autre chose, là. J'ai fait des recherches, il y a Strange Days aussi qui se passe au Nouvel An, il y a aussi End of Days avec Arnold, genre, je suis très curieux de le revoir. Strange Days, c'est Cameron qui a fait ça? Non, pas celui-là. Qui a fait Strange Days? Qui a réalisé Strange Days? Je ne sais même pas c'est quoi Strange Days. Je pense que c'est son... Ben non, c'est avec Juliette Lewis. Puis c'est pas son ex-femme? C'est son ex-femme à Cameron. Okay, il doit l'avoir produit. Probablement. Enfin bref, c'est pas ça que j'ai écouté. J'ai écouté Terror Train avec Jamie Lee Curtis et David Copperfield, qui dedans joue un magicien, parce que sinon, voilà. Puis je trouve qu'il était pas mal moins beau bonhomme à cette époque-là que éventuellement dans les années fin 80, début 90, pour c'est tout. Mais Jamie Lee Curtis est toujours aussi sympathique et agréable à regarder. Le film est meilleur, en fait, que ce que les critiques en font.
Franchement, il y a une cote désastreuse sur Rotten Tomatoes. Je ne m'explique pas pourquoi, parce que je trouve que le film est très enjoyable. Là. C'est clairement pas un chef-d'œuvre, mais ça s'écoute. Voilà. Ouais, c'est Tu bien, savais que j'avais- c'était canadien. Hein? Non, je savais pas. Mhm. Oui, Tu me l'apprends. production canadienne. Ah, c'est cool. OK. Ouais. Ça fait partie des classiques de films d'horreur canadiens reconnus avec Nice. Curtains, puis etc. Fait que... Moi, de mon côté, moi, j'ai reçu 3 petites choses. J'ai reçu probablement de New Kid que je n'ai jamais C'est vu. excellent. Mais je sais, Martin, je l'ai acheté parce qu'il venait dans un bundle. Je prenais celui-là en plus, puis ça me coûtait pas trop cher de plus. Puis je sais que tu J'aime le m'avais look, dit comme l'air d'un VHS qui sort d'une boîte. Ouais, c'est très c'est- cool. C'est un beau comme design. je sais pas c'est quelle compagnie C'est qui fait Columbia, ça. je pense. Hein. Ouais, Mill Greek, en tout cas, whatever. Mais ils en ont fait plusieurs comme ça, je trouve ça cool. Après, j'ai reçu Color Out of Space, que je n'ai pas vu encore non plus, même s'il Ok, est sur Netflix, je crois. Oui. Ouais, ça, tu vas triper, c'est cool. Ah ouais? Je trouve que c'est un des meilleurs H.P. Lovecraft. Oh! Meilleur que Hidden Oui, Out of Madness. mais c'est ça. En fait, c'est qu'en même temps, ils ont fait beaucoup d'adaptations de Lovecraft et il n'y en a pas des tonnes qui sont bonnes. Donc, Non, je oui, sais, mais... ça fait partie des bonnes, mais en même temps, voilà. La cote n'est pas haute. Excuse-moi. Et la vas-y. troisième chose que j'ai reçue, c'est Creepozoid. C'est Classique. un très mauvais bon film, en fait. Assez gore, me semble. Oui. C'est réalisé par David Decoteau. Qui a réalisé à peu près 300 films. Oui, effectivement. Mais en fait, depuis, je pense, depuis les 7 dernières années, il fait environ un film par 2 mois. Là. Donc, mais ça, c'est dans son temps. Ça, c'est Shadow Entertainment. Je pensais que c'était Full Moon, mais whatever. Donc, c'est les 3 films que j'ai reçus cette semaine. Et Monsieur Zomblard, vous, qu'avez-vous fait? Non, ben, monsieur Zomblard, il a rien du tout parce que vu qu'on est le début d'année, il attendait son augmentation annuelle et comme d'habitude, il a rien eu. Donc, j'ai rien à vous présenter. Ciao. J'espère que tu as compris le message. Donc, sans plus tarder, invitons Laurent à se joindre à nous. Salut Laurent. Salut, merci de m'inviter. Ça me fait très, très plaisir. Écoute, ça fait un petit bout que je vois ta chaîne, je regarde une couple de vidéos, puis tout, puis j'étais comme, hey, ça serait le fun de l'avoir sur le podcast parce que c'est quand même, ça fait 10 ans, là, c'est ça, je me trompe pas, c'est 10 ans que tu as ta chaîne? Non, ça a fait 10 ans en novembre, oui, effectivement. OK, c'est ça fait 10 ans en novembre que tu as ta chaîne, fait Exact. c'est comme, je veux pas dire que tu es un des premiers, mais il n'y a pas beaucoup de critiques d'horreur au Québec. Non, ça c'est vrai. Premièrement, es-tu québécois ou français? Je suis québécois. C'est OK. juste que dans mes vidéos, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes abonnés sont majoritairement français. Mhm. Puis dans les premiers temps de ma chaîne, on me disait beaucoup, on adore tes vidéos, mais ton accent, on n'est pas capable. Fait que, là, j'ai pris comme un accent français international, si tu veux, un peu dans mes vidéos pour que ça soit compréhensible pour tous. Okay, donc, si on commence au début puis qu'on va comme vers les vidéos les plus récentes, il va y avoir comme une évolution de ton accent. Est-ce que tu le travailles une fois de temps en temps? Tu te regardes dans le miroir puis tu dis voici comment? Même pas. Je pense que ça vient tout seul vraiment quand je pars ma caméra. Mais tu vas voir pas mal d'évolution si tu regardes mes premières vidéos, pas juste au niveau de l'accent, mais vraiment j'ai commencé à 15 ans. Hein. Moi, j'avais déjà le physique un peu ingrat quand j'ai commencé, puis je maîtrisais très peu mon logiciel de montage. Fait que ça avait pas une gueule incroyable, les premières vidéos, mais j'ose espérer que je me suis quand même amélioré avec le temps. Là. Ah oui, c'est sûr. Et commencer une chaîne comme ça, comment ça a commencé? Pourquoi? Puis pourquoi l'horreur aussi, en fait? Là? L'horreur, moi j'ai commencé très jeune à m'intéresser à tout ce qui touchait vraiment au monde horrifique, là, le cinéma d'horreur. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup des dessins animés dans le style Scooby-Doo, puis Courage, le chien foussard. Il y avait la version... Courage, le chien, c'est quoi? Ouais, ça, vous avez peut-être pas vu ça, là, c'est peut-être un truc... c'est à la fin on est des trop années vieux, les 80. gars. On est trop vieux. J'allais pas dire ça. Mais, mais tu sais, c'était à la fin des années 90, c'était un petit chien rose qui vivait avec deux vieilles personnes, puis il lui arrivait toujours des affaires bizarres avec des espèces de monstres. Il y avait une esthétique vraiment creepy pour des enfants, là. Puis moi, je regardais ça, puis il y avait aussi à Télétoon la version animée des Tales from the Crypt qui jouait. Oui. Ça, j'aimais vraiment. Crypt Show, ça s'appelait. C'était vraiment nice. C'était le même principe, dans le fond, le Crypt Keeper. Puis en tout cas, moi, j'étais bien fan de ces dessins animés-là. Puis à 6 ans,
Chaque vendredi, ma mère m'amenait au club vidéo. Moi, j'ai connu les VHS, et ben oui. Puis je me retrouvais toujours dans la section horreur j'en louais pas évidemment, mais je regardais toujours les pochettes de films, moi ça me fascinait. Puis il y en a une qui a vraiment retenu mon attention, c'était celle de Halloween de John Carpenter, le gros couteau là qui fait une citrouille. Puis je me suis toujours dit à un moment donné, je vais convaincre ma mère de louer ça. Puis j'y suis arrivé, puis j'ai regardé tout seul ce film-là un soir. Puis ça m'a vraiment traumatisé. Là. Le masque de Michael Myers m'a traumatisé à vie, mais ça m'a fasciné en même temps. Puis depuis ce temps-là, ben je sais pas, je suis passionné par tout ce qui touche au cinéma d'horreur. Plus tard, au début de mon adolescence, je suis allé suivre un forum, Horror Web. Je sais pas si vous avez connu ça. Oui, j'ai connu ça. Ça a quand même duré pendant un bout, puis ça a comme disparu. Ça a disparu du jour au lendemain, mais c'est ça. Moi, je suivais ça pas mal activement. Puis je lisais beaucoup de critiques là-dessus, puis je me suis dit, ben j'aimerais ça, moi aussi, en faire. Fait à l'âge de 15 ans, moi, j'avais une petite caméra, là, c'était une Cybershot, une caméra photo qui filmait aussi. J'avais un mur vert dans ma chambre qui me servirait de green screen. Puis je me suis lancé comme ça, sur un coup de tête. Puis depuis ce temps-là, mais ça n'a jamais vraiment arrêté. Alors, c'était pas un accident, excusez-moi, c'était ma recherche de Courage, le chien froussard, pour ceux qui se demandent ça a l'air de quoi, ça a l'air de ça. Mais moi aussi, exactement ça. Donc, c'est pas un accident, j'ai pas accidentellement sharé mon écran sur Courage, Courage, le chien froussard. Ah oui, c'est exactement ça. Moi aussi, je l'ai YouTubé, puis là, je vois Courage, le chien froussard, vous êtes chauve, fait Guillaume. Pour toi et moi, cette émission-là, on va écouter. Ça dure 1h47, on l'écoutera ensemble. J'aime ça, parfait. Et bon, ben, vas-y, Martin. Je m'en allais dire, parce que quand Laurent il a parlé de sa première fois qu'il a écouté Halloween, il était traumatisé. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que le monde parle justement de comment ils ont commencé à regarder les films d'horreur, c'est toujours du monde qui ont été traumatisés. C'est toujours une histoire de traumatisme, oui, c'est ça. Mais on est tous devenus des fans quand même. Je trouve ça tellement drôle. Exactement. C'est soit tu vires fan, soit tu vires un peu psychopathe. C'est un des deux. C'est pour ça que j'ai adoré Cannibal Holocaust, moi, la première fois que je l'ai vu à 2 ans. L'un n'empêche pas l'autre, Laurent. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. Fait que parlons d'horreur critique. Pourquoi une chaîne YouTube comme ça pour faire des reviews de films là, à 15 ans? C'était juste pour le trip, juste pour le fun, en fait? Ouais, ben en fait, j'ai toujours aimé ça, faire des petits sketchs avec mes amis, mes cousins. Puis on mettait ça des fois sur YouTube ou sur Dailymotion dans le temps parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options. Puis c'est ça, j'ai toujours été quand même à l'aise avec les caméras. Puis je me suis dit, tu sais, j'avais pas de blog moi à l'époque. T'es sûr que t'es à l'aise avec la caméra parce que là, ça se voit pas, mon gars, hein? Les caméras, pas les webcams. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais pas de blog. Je pense que j'avais même pas Facebook à l'époque. Fait que je me suis dit, je vais pas faire ça. Écrire, moi, j'aime mieux parler carrément aux gens. Puis, je me suis dit, pourquoi pas lancer ça sur YouTube? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grands YouTubers. C'est pas rendu comme une mode à faire. On en voit pas mal beaucoup, là. Mais à l'époque, il n'y en avait pas vraiment beaucoup, encore moins au Québec. En tout cas, pas que je sache. Mais ouais, c'est toujours quelque chose que j'aimais faire, la vidéo. Fait que je me suis dit, parler de films d'horreur en faisant des vidéos, je vais combiner deux passions. Puis tes vidéos, c'est pas juste salut tout le monde, je vais faire une critique de. T'as souvent ou presque tout le temps une mise en situation, un petit vidéo, un petit court-métrage, mais tu sais. Non, c'est des petites mises en scène. Ça, c'est venu avec le temps, en fait. Mais au début, c'était comme tu dis, c'était vraiment salut tout le monde, je vais vous parler de tel ou tel film, là. Parce que j'avais pas vraiment de référent à l'époque. Mais après ça, j'ai rencontré d'autres gens, notamment en France, justement, parce que ma chaîne a vraiment percé là-bas. Puis eux autres faisaient beaucoup de mise en scène, des petits sketchs comme ça. Puis je me suis dit, ben oui, j'en ai déjà fait ça aussi, pourquoi pas inclure ça dans mes vidéos. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est quelque chose qui a perduré et que j'aime toujours faire, en fait. Et parlons de YouTube en tant que tel. Comme tu dis, il y a tellement de monde maintenant qui essaye de faire des critiques, qui veulent faire des critiques. C'est rendu extrêmement difficile d'avoir des abonnés sur YouTube. Oh, que oui. C'est comme nous, on est rendu à même pas à peu près 200, puis ça fait 8 mois, puis
on dit tout le temps, allez sur notre page YouTube, abonnez-vous, etc. Le monde n'a pas le réflexe de s'abonner. Ouais, d'ailleurs, tu diras à tes abonnés qui viennent sur notre chaîne, hein, parce que ça... T'inquiète pas. T'inquiète pas. Moi, je prévois bien de partager la chaîne, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est très difficile quand même de percer, surtout aujourd'hui. Mais même moi, à l'époque, je suis resté peut-être pendant 1 an et demi à 60 abonnés. Là. Après, quand j'ai rencontré un de mes amis, Anthony Pazzona, qui est en France, lui, il avait, je pense, 500 abonnés quand même. Okay. On a fait une vidéo ensemble, puis là, ça m'a donné un peu plus de visibilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout que YouTube a pas mal changé avec le temps, là, parce que quand j'ai commencé, moi, je disais que je monétisais pas ma chaîne ni mes vidéos. Je fais pas d'argent avec ça. C'est qu'à l'époque, en 2011, c'était un peu mal vu de faire ça. Là. C'est comme si t'étais le petit gars qui faisait ça dans la chambre de tes parents. Tu vas te faire de l'argent en faisant ça. Mais de toute façon, à 15 ans, moi, j'avais pas de carte de crédit de toute façon. Là. Mais aujourd'hui, là, ça dérange plus personne de voir des gens dire avoir 2-3 publicités dans une vidéo. Moi, je le fais pas parce que j'ai pas vraiment... j'ai pas commencé en le faisant, puis je vois pas l'intérêt pour moi de le faire. Je fais ça vraiment juste pour le fun, parce que ça me tente. Mais c'est vrai que vu que ma chaîne n'est pas monétisée, vu que je mets pas de publicité ou des trucs comme ça, YouTube a moins tendance à mettre mes vidéos en avant. Là, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal d'abonnés quand même. Là. Mais il y en a beaucoup. Là. Je pense qu'ils ont commencé il y a peut-être 3 ans. Ils ont monétisé la chaîne, ils ont fait beaucoup de sponsorisation, puis les autres qui ont éclaté sont rendus à plus d'1 million. Là. Ouais. Puis le désavantage là-dedans, je dirais qu'avec YouTube, si tu es plus mis en avant, quand tu es monétisé et tout, là, ils vont plus te surveiller dans ce que tu fais dans tes vidéos. Si tu montres des extraits de films, ils vont te dire, t'as pas nécessairement les droits, fait qu'ils vont te mettre un avertissement. Ils vont pas bloquer ta vidéo, mais ils vont t'empêcher de te faire de l'argent dessus, par exemple. Oui, effectivement. Mais des fois c'est discutable. Il y a le fair use que tu peux dire, ça l'envoie t'envoie un claim à celui qui a le copyright, puis lui, il accepte s'il dit exactement. Mais là, vu que c'est un robot YouTube, lui, il pense pas à faire ça tout de suite. Il va juste te bloquer la vidéo, puis des fois, c'est les démarches qui peuvent prendre beaucoup de temps. Là. Parce que nous, ça nous est arrivé quelques fois, comme par exemple avec aujourd'hui. Avec Santiago, qui est le réalisateur de, je suis jamais capable de dire le nom du film, No One Gets Out Alive. Merci beaucoup. On l'a reçu sur le podcast, on a montré la bande-annonce, puis on s'est fait mettre un copyright claim, puis là, on a fait comme, voyons donc, puis Netflix l'ont accepté après en disant, là, le réalisateur, il est là, il parle du film. Oui. Fait que, je veux dire, mais non, c'est rendu assez difficile. Petite question, comment tu choisis tes films, en fait, les films que tu vas faire la review puis tout? Pourquoi ces films-là? Des fois, c'est assez aléatoire, je te dirais. Ça va dépendre de comment je feel. Admettons, si je découvre un film, je le vois pour la première fois, puis que je sens qu'il m'a marqué, que je peux quand même dire que j'ai beaucoup de choses à dire dessus, là, je vais le réécouter une deuxième fois, prendre quelques notes, c'est des mots-clés, ensuite je vais l'écrire et tout. Sinon, je pioche dans des vieux films que j'ai vus dans mon adolescence, puis je me dis, celui-là, il me semble que j'avais bien aimé, puis peut-être que je vais avoir un regard neuf, un film que j'ai bien aimé aujourd'hui, je peux me dire, finalement, c'était pas si bon que ça, ou le contraire aussi. Fait que c'est vraiment aléatoire, c'est comment je le sens un peu, je choisis sur le tas. Là, on a fait un petit résumé rapide là, de ta chaîne YouTube, de toi, etc. Mais là, on va te laisser. On a tout le temps une petite partie dans l'émission. On sait qu'on pose des questions en rafale pour connaître notre invité. Fait que on va partir ça, le petit thème de questions en rafale. Puis je vais laisser Martin après te poser des questions. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Sur Laurent, j'ai préparé des questions. C'est des questions qui sont farfelues, c'est des questions qui sont basées sur des recherches que j'ai faites sur toi. Donc, c'est fait pour s'amuser. Gêne-toi pas. On est là pour rire. Première question. Ton chien Thanos décide qu'il claque du pouce avec un gant muni d'émeraudes de différentes couleurs. Qu'arrive-t-il? La moitié de la population disparaît. Question numéro 2. Si Maniac Cop était un film pour enfants, quel film serait-il? Oh boy, un flic à la maternelle. Ton meilleur film de la série Halloween et pourquoi? Je dirais Halloween, le premier,
peut-être ex aequo avec le 2 parce que j'ai l'impression que c'est 2 films qui suivent. Puis dans le fond, si tu regardes back-à-back, ça fait vraiment un film de 3 heures. Puis on sent vraiment que John Carpenter est derrière la caméra quand même sur le 2. Oui, non, je suis d'accord. Quelle est ta poutine favorite du restaurant Salvatore? Oh, la classique. La classique. Oui. Hey, ça, c'est-tu le resto qu'on a été manger Oui, c'est celui-là. super tard? Ouais, c'était pas bon. C'est moyen. Iron Maiden est le pire band au monde. Vrai ou faux et pourquoi? Faux parce que c'est le meilleur. C'est discutable avec le dernier album quand même, hein, les gars. Il s'en vient Moi, en j'ai bien octobre aimé. 2022 à Ottawa, donc c'est Ouais. un heads up. Ouais. Avec leur béquille et leur chaise roulante. Si Ils sont encore pas payés pour leur âge, franchement. Si on te donnait la chance de présenter 2 films d'horreur au Cinéparc de Saint-Hilaire, quels seraient ces 2 films? J'irai avec Suspiria de Dario Argento parce que c'est un film que j'adore. Bon choix. Et j'irai peut-être avec They Live, justement, de John Carpenter aussi. 2 très bons choix. Ça fait Parce longtemps que je que me j'ai pas vu tanne des... jamais de ces films-là. Ah, puis la restauration, faut que je le dise, de Suspiria, la couleur, elle est écœurante, ça n'a juste pas de sens. Je pensais que tu allais dire que la restauration au cinéparc du Mont-Saint-Hilaire était super bonne. Les hot dogs, ils sont écœurants. Arrêtez. Si on te donnait la chance de présenter... non, excuse. Quelle est la meilleure saveur de vapotage qui existe? Moi, j'aime bien les affaires au menthol. Au menthol, oui. Ouais, j'aime bien ça. Le Goûte la gomme. Le heavy metal, c'est comme le country québécois. Ça chiale tout le temps dans leurs chansons. En quelques secondes, prouve-moi que j'ai tort. Ben, t'écoutes Iron Maiden, puis c'est toujours basé sur soit des événements historiques ou des livres. Ça peut être autre chose que du chiolage. Non, mais n'hésite pas à insulter Martin, il n'y a pas de problème. Hein, parce que là, il pousse le bouchon, le gars. Non, je vais te laisser ce plaisir, Elzom Blanc. Je le savais en plus que je l'aurais brassé. Ta blonde est possédée du démon Pazuzu. Qu'est-ce que tu fais? Eh boy, j'appelle un prêtre. Lequel? Ou le père Mérine. Définitivement. Ben oui. Tu es Rick dans l'émission populaire de Rick and Morty. Quelle est l'invention que tu aimerais fabriquer? Les pickles! Excusez. C'est ça, j'allais dire, les pickles. Non, j'aimerais inventer, je sais pas, une machine pour rentrer dans des films. Pour faire partie de l'intrigue d'un film, ça serait trippant. Ou l'étiquette en or dans Last Action Hero. Dans Last Action Hero, oui, ça serait ou le film de Final Girls aussi. Ouais, ça serait quel film? Parce que moi, ça serait que du porn, hein, c'est clair. Je me dirais, chances are que si t'es Rick, au lieu d'inventer quelque chose pour rentrer dans les films, tu trouves l'univers dans lequel ce film-là est réel, tu fais juste aller dedans. Parce que, voilà. C'est pas fou, ça. Ouais, parce qu'après tout, les univers multiverse sont illimités, ça. C'est sûr que ça existe. Surtout dans Rick and Morty. Trick or Treat Studios aimerait savoir quel article que tu aimerais obtenir d'eux gratuitement. Quel est ton choix? Sûrement un masque de Michael Myers. Là, on les voit pas, mais j'en ai 3 d'eux autres. Ça m'étonne quand même que tu n'aies pas dit quelque chose comme la poupée Chucky. Ah ben, je l'ai très déjà. Cher. Ah ben, mon petit maudit. Toi, combien t'avais? Très cher aussi. Il y a une bataille entre Batman et Spider-Man. C'est qui l'emporte et pourquoi? Spider-Man, j'imagine, parce qu'il y a des pouvoirs. Batman, c'est juste un monsieur dans un costume avec bien de l'argent. Batman a failli tuer Superman. Déjà, la personne qui va gagner, c'est les avocats, parce qu'entre Marvel et DC, ça va être compliqué. Ça, c'est vrai. J'ai fait exprès en plus pour faire ça. Quel est le meilleur choix entre Horreur Québec et Sur la route de l'horreur? Sur la route de l'horreur, évidemment. J'ai pas envie qu'on me flush tout de suite, là. Tu t'aurais pas flushé pareil. Je fais aussi partie d'Horreur Québec, fait que tu m'aurais pas insulté. Ouais, j'aurais juste insulté Martin et Guillaume. Tu apprends que la compagnie Ferrero ne produiront plus de Nutella. Quelle est ta réaction? Tant pis. Moi, je mange rien que du beurre de pinot. Hey! Je pensais que tu aimais le Nutella. Moyen. Je préfère vraiment le beurre de pinot. Colin, ouais, sûr. Et la question que je pose tout le temps à nos invités, mais qui sert probablement à rien de te poser, Freddy ou Jason? Autant j'adore Freddy, mais je trouve que, je sais pas, j'ai découvert Jason avant, fait que je dirais Jason. Ah, je suis surpris. Je savais que Zumbler aimerait ça.
Yeah, il y en Ça a, fait il y en a longtemps. deux, il y en a deux Hein? pour Freddy, puis il y en a deux pour Jason. C'est fini. J'ai posé toutes mes questions. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. Ben, merci Martin. Merci Martin. Moi, je voulais savoir, parlons films d'horreur. Là. Oui. C'est quoi tes films d'horreur préférés? C'est sûr qu'Halloween en fait partie, vu qu'il y a une question de nostalgie là-dedans. C'est un des premiers que j'ai vus. Puis c'est un excellent film aussi. Je dirais peut-être Massacre à la tronçonneuse. J'ai parlé de Suspiria aussi. J'ai adoré Suspiria. L'Exorciste. Vraiment tous les classiques. Ouais. Et tout ce qui est récent, en fait. Est-ce que. Ouais, tout ce qui est récent, il y en a des très bons qui sont sortis récemment aussi, là. Moi, j'ai bien aimé ce ils ont essayé de moderniser un peu les slashers dans les dernières années en faisant les comédies, genre les Happy Death Day. J'ai vraiment aimé ça aussi. Ah, j'ai adoré ce film. C'était vraiment nice. Freaky, peut-être un peu moins, mais c'était pas pire. Il y a eu, je sais pas si c'est un film d'horreur vraiment, plus un thriller psychologique, mais Vivarium. Je sais pas si vous avez vu ce film-là. Vivarium. C'est vraiment weird, en fait. C'est un couple qui arrive dans une petite banlieue, viennent d'acheter une maison, puis toutes les maisons sont pareilles. Puis le gars qui vend la maison, il est juste vraiment bizarre. Puis il leur amène tout le temps de quoi à manger. Puis là, ils essayent de sortir de cette place-là, mais ils sont pas capables. Mais à chaque fois qu'ils pognent un tournant de rue, ils arrivent tout le temps devant leur maudite maison. Ils sont pas capables de quitter cette place-là. Ils ont pas de voisins jamais. C'est vraiment bizarre ce film-là, mais c'est très bon. C'est avec, avec Jesse Eisenberg. Non, mais là, tu nous, Ouais. à part Vivarium, que là, tu m'as intéressé vraiment, le reste, tu nous parles de classiques, j'aime ça, machin et tout. Moi, ouais, aime ça, mais vas-y, raconte-nous un peu quel est le film le plus pourri que t'aies vu et est-ce que tu l'as aimé ou pas? Il y a des films pourris que j'aime, je vais pas vous mentir. Il y a eu les Ginger Dead Man là, de Charles Band. The Full Moon. C'est tellement les meilleurs mauvais films que tu peux pas avoir là. Puis surtout je pense qu'ils ont fait un crossover avec les Evil Bong aussi là, un affaire de même où est-ce que c'est Tommy Chung qui fait la voix de ça. Ça j'ai bien aimé. Il y a aussi la trilogie des Carnosaures. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui. De Jurassic la Park. première fois que quelqu'un me dit ça. Non, ça aussi, c'est quelque chose, là. Je veux dire, tu sais, le T-Rex dans Toy Story, là, ben, c'est quasiment ça, là, un peu qu'on a là-dedans. Je pense qu'il y a eu 3 films, une suite qui était pas vraiment une suite officielle parce qu'ils ont pris des stock shots du premier film. Puis, il y a eu un 5e aussi. En tout cas, ça c'est une saga de films que j'adore regarder tellement c'est mauvais, là. C'est-tu Full Moon aussi? Non. Non, ça, je pense que c'est la société de Roger Corman qui a produit ça. Ah, boy, ok. Si Ouais. je me trompe pas. Puis Mais comme, ouais, comme tu peux remarquer, ça a été lucratif parce qu'ils en ont fait 5. c'est ça. En même temps, ça devait pas coûter très cher, là, faire ça. Non, vraiment pas. Je me souviens d'avoir vu Non, le non. premier, là, un bon bout, puis c'était bon. Non, ça va. Oui, c'est comique, là. Mais après ça, tu te dis quel est l'intérêt. Dans tous les films de Charles Band, là, c'est pas terrible non plus, mais c'est le fun à regarder. C'est ça. C'est le moment où tu prends ton cerveau, tu le mets de côté, just Mais enjoy the ride. Exactement. Il y a toujours ben du monde qui tape dessus premier degré. Moi, je suis comme, mais oui, mais le gars, il sait que c'est pas super non plus, mais il y a toujours un public pour regarder ça, là. Toi, moi, pas nécessairement Steve puis Guillaume, je suis un grand fan de films qui So Bad It's Good. Ouais, ben moi, à un certain niveau, je peux apprécier ça aussi. Comme il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'écouter quelque chose comme Killer Clowns from Outer Space. Ben, peut-être pas Killer Clowns from Outer Space parce qu'il y a quand même beaucoup de budget. Oui, mais oui. Killer Tomatoes, mettons. Ça, c'en est un. Oui, exactement. Ça, c'en est un aussi. Tout à l'heure, tu parlais de Halloween et c'est une remarque. Quand je faisais des recherches sur toi, j'ai réalisé que tu portais souvent du linge avec Halloween. Oui. Tu es un bon collectionneur, tu vois, de marchandises. Ouais, quand même pas mal. D'ailleurs, la plupart des trucs genre figurines, masques et autres, j'ai pogné ça chez Christian de Horreur Fanatique. Ben oui. Oui. Puis non, sinon, c'est surtout des t-shirts que j'ai de films d'horreur. Quand je m'en vais justement à Ottawa, je m'en vais tout le temps au Hot Topics checker s'il y a des petits goodies de films d'horreur là. Il y a Spencer's aussi, la boutique là-bas, ils ont bien des t-shirts que j'em bien. Sunrise Records est rendu avec de bons t-shirts. Oui, Sunrise Records aussi, oui. Ben, je pense que celui-là vient de chez Sunrise, justement. There you go. Ah, des full sleeves, là même, ouais. Ouais. Ben, ils sont rares, les faux sleeves, quand même. Moi, Sunrise, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui m'énerve? En fait, il y a beaucoup de chaînes comme ça. Moi, quand je m'en vais là, moi, chercher dans l'ordre alphabétique tous les genres mélangés, ça me rend fou. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils veulent qu'on reste dans leur magasin puis qu'on cherche, etc. Mais c'est tellement désagréable. Je suis sûr que j'achèterais beaucoup plus si c'était placé par section. Puis que j'avais ma section J'avoue. horreur, que j'irais voir l'horreur. Je fais, hey, OK, eux autres, ouais, que je pars avec. Que là, chercher, ça Des m'énerve. fois, C'est je pour me ça que demande. c'est HMV pas- me manque, moi. Ouais, Comment? non, pas vrai. HMV. C'est pour ça que les HMV me manquent, moi. Ah, le HMV qu'il y avait au centre-ville de Montréal, Sainte-Catherine. Ah oui, là. sur Tu Peel, descendais en là. bas, Ah t'avais oui, un c'était la coin Peel, meilleure. Sainte-Catherine, t'avais une grosse section Je horreur passais de des fou, heures là. là. Sinon, il y a Métro C'était tellement Vidéo le fun. aussi qui a Métro connu Vidéo, ben oui, ben oui. Métro une Vidéo. courte C'était période de vraiment gloire. C'était Tu formidable. trouvais toutes sortes d'affaires, tu trouves plus. D'ailleurs, je sais pas si on la voit bien, mais j'ai une collection de Vincent Price là, de DVD qui est juste là. C'était justement au Métro Vidéo, j'ai trouvé à genre 30$. Puis j'ai Nice. checké ça sur Internet, à ce temps, ça coûte tellement cher, cette collection-là. Tu Ah, parlais non, en arrière, c'est-tu un sac de café que tu as ou c'est une boîte à côté de ton masque de Jason Voorhees? Ce qu'il y a à terre, c'est parce que je viens de déménager. Non, je parle à côté du masque sur le bord de la fenêtre. Non, c'est justement, je vais aller la prendre, c'est la collection de Vincent Price. Ah, c'est celle-là, OK. Ouais, exact. C'est un peu loin, puis c'est dans le noir, là, mais c'est ça de Scream Legend. Puis là, Ah, il est t'as fun, une en couple plus. de films là-dedans. T'as les Dr. Fibes là-dedans, t'as Theater of Blood, Madhouse, Twice Told Tales, puis Witchfinder General, qui est vraiment un très bon film que j'ai beaucoup aimé. Là. Là, je suis curieux de savoir combien tu as de films dans ta collection. Juste de films d'horreur ou des films tout court? On parle d'horreur, on parle d'horreur. Ah Ok, non? ouais. Ok, On parle rien dit. d'horreur, je dois en avoir facile au moins 500, c'est sûr. Parce que... T'es-tu le genre de gars à acheter tout ce qui est Arrow, Scream Factory, Vinegar Syndrome? Ouais, Scream Factory, je suis pas mal tout le temps sur le site. Là. Ouais. Je te dirais. Puis en plus, ma blonde est aussi fan que moi de films d'horreur, fait qu'elle en a acheté pas mal avant qu'on se rencontre. Je me suis rendu compte qu'on en avait en deux, mais elle avait des affaires que j'avais pas. Fait qu'on a juste mixé notre collection, puis on est rendu. Il nous manque de bibliothèque, maintenant. Ça, c'est le couple qui parfait aime match. l'horreur, c'est tellement Ah oui. triste. Ah oui. On fait pitié. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce qu'on en connaît un couple justement qui Je les pense deux à, trippent horreur. Jasmin et Pierre. Puis Ève, oui. Ah, justement, moi aussi, Ouais. je m'en allais dire la même chose. Et tu vois que c'est un match fait pour la vie. Eux autres, ça n'a pas de sens. Là. Ah ouais, c'est Ah, tellement ben, drôle ouais, écoute. parce que nous, on a rencontré Eve à cause du documentaire, à cause de Hell to the Deadites. C'est arrivé Mhm. déguisé en H. Martin avait pris une photo. Puis on s'est toujours. On a continué à la suivre sur Instagram puis tout. Et at some point, à un moment donné, boum, Jasmin et Eve sont rendus un couple. On est comme, ah, c'est bien cool. Ouais, c'est parce qu'il a suivi, mais pas que sur Instagram, le gars, hein. Il faut qu'il écoute Ouais. cette émission-là, ça n'a pas de sens. En même temps, c'est sûr ça, qu'elle l'a spoté à la grandeur qu'il a, il est dur à manquer. Ben, c'est parce qu'il a la tête des nuages, c'est dur à voir. Ouh. Bon, allez, les gars, stop, on arrête, on fait pas n'importe quoi, justement, encore aujourd'hui. Là, on va laisser la parole à la cerise sur le Sunday. Vous êtes prêts? Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action! Halloween 2022, je vais essayer d'avoir un costume de Sunday, puis ma face, ça va être la cerise, puis on fait un enregistrement, puis ça va pour une fois justifier cette expression-là. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui, d'abord, à la base, vient d'une passion à moi, parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, je suis aussi un peu coloriste, donc j'aime ça, moi, faire de la correction couleur sur des shots, c'est ma détente, c'est un des trucs les plus relaxants. Bah, tu feras ça à ton image la prochaine fois, ok? Si tu me donnes 10 minutes, je peux peut-être le faire, mais enfin, bref. Il y a quelque chose, donc, dans cette mentalité-là, je me suis mis à me questionner sur quels sont les premiers films qui ont inclus la couleur dans l'histoire du cinéma. Et bon, il y a des trucs qui sont quand même relativement connus. Là, je vous amène, c'est très drôle, parce que je vous amène avec un film qui parle de Annabelle, mais qui n'est pas la Annabelle qu'on connaît. Ouais, non, c'est très drôle. Le premier film répertorié qui incluait de la couleur, qui est un film qui a été colorisé à la main. Et là, on parle
colorisé. Le négatif, en fait, pas le négatif, le positif, le print, était recolorisé à la main à chaque fois et envoyé dans les salles. C'est un travail de fou. Ça donnait... Donnez-moi 2 petites secondes, je vais vous montrer ça. Checkez bien ça. Ça devait être long. Hein? C'est un travail de moine, je capote. Donc, parce que tu le fais pas juste sur une copie, là. Ben non, Ah, tu le tu fais le sur fais 24 fois. fois. Donc, je vous le fais rapidement comme ça. Ça a l'air de ça ici. C'est dommage, vous n'entendez pas la musique, je pense. C'est du piano, on s'en fout un peu. Mais enfin, bref, je vous le fais un peu en accéléré. Et voilà, colorisé à la main. Moi, c'est quelle année, ce film? Ça me fait flipper bien raide. 1897, je pense. Ah, quand même. Ça me donne... excuse-moi, 94. Ouais, quand même, c'est un beau travail, là. Et c'est ça. Donc ça, c'est le premier film. Maintenant, ça, c'est une couleur artificielle parce que c'était colorisé par la suite. Donc, il filmait noir et blanc. Maintenant, j'ai fait, OK, mais c'est quoi le premier film qui a été filmé couleur? Et la réponse n'est pas celle à laquelle je m'attendais. C'est un film qui a été fait par une petite boîte de prod britannique qui utilisait une méthode ultra expérimentale et ça a donné ça ici. Ça, c'est filmé, ouais. Donc, c'est 3 acétates combinés un par-dessus l'autre qui filmaient les 3 teintes et une fois recombinés, ça donne ça. Fait que, techniquement, c'est les couleurs qui étaient vues par la caméra, mais on est d'accord que c'est un peu messed up, pareil. Moi, je regarde ça, comme des aberrations chromatiques, c'est vraiment fucked up. Mais je trouve ça fascinant à regarder. Donc, c'est comme une espèce d'empreinte temporelle, en fait. C'est ça que c'est, on voit, là, je vous le fais un peu en accéléré. Mais on est tellement habitué de voir cette époque-là en noir et blanc, le fait de le voir en couleur, c'est louche. Ceci dit, les technologies... Oui, mais les technologies n'étaient pas prêtes dans le temps, donc c'était super, super expérimental. Donc, éventuellement, ils ont mis ça sur pause. Le premier film auquel la plupart des gens pensent quand ils pensent à la couleur, c'est pas nécessairement le premier qui a mis la couleur au blockbuster, mais qui a mis la couleur à l'écran, mais c'est le premier gros film blockbuster qu'il a fait, c'est... Yep. Et, ouais... 1939, Wizard of Oz, je vous le fais un peu en accéléré. Là, il y a quelque chose qui me fascine. Cette scène-là est extraordinaire, je vous explique pourquoi. Elle vient d'atterrir dans Oz, mais elle n'est pas encore sortie de sa maison. Et là, tu peux en accélérer, voilà. Soudainement, elle va ouvrir la porte et dans la même shot, on va tomber en couleur. Maintenant, ce qui est fascinant là-dedans, je vous le recule, le truc est relativement simple. Ben, il y avait un green screen en 6K, c'est facile. Ça ici, ce n'est pas l'actrice du film. Tout le plateau est en noir et blanc. Oui. Et l'actrice est make-upée noir et blanc. Elle ouvre la porte, il y a bien ça, la caméra passe, et là, l'actrice passe pour vrai. Wow. Et là, c'est l'actrice qui passe. C'est d'une simplicité désarmante. Moi, je capote. Mais c'est bluffant pareil. Right? Non, c'est complètement fou. Et je m'ennuie beaucoup de ces couleurs-là, un peu technicolor, qui étaient à la fois très saturées, mais comme flat dans leur façon d'être saturées. J'essaie de reproduire ça une fois de temps en temps sur ma table de montage, juste pour le fun. Enfin, bref. Donc, ça, c'est le premier film qui l'a amené blockbuster. Ça m'a amené à me poser la question, quel est le premier film d'horreur qui a été filmé complètement en couleur? La réponse, c'est Curse of il était temps que t'en parles, hein, d'ailleurs. Hein? Ouais, ça va, on y arrive. La réponse, c'est Curse of Frankenstein, 1957. Donc, il a fallu attendre un solide 18 ans entre Wizard of Oz et Curse of Frankenstein pour avoir un film d'horreur complètement filmé en couleur. Donc, je trouve ça assez intéressant. Mais ça m'amène à autre chose. Et ce n'est pas Curse of Frankenstein dont je veux vous parler. C'est d'un autre film. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous amène en 1945. Beau petit film de MGM. Je vais baisser mon volume ici parce que moi j'entends juste ça, puis vous l'autre, vous n'entendez pas, c'est absolument pas juste. MGM en 1945 faisait une adaptation du roman Portrait of Dorian Gray de Oscar Wilde. Pour ceux qui connaissent, c'est l'histoire. En fait, on y reviendra. On reviendra à l'histoire. Le film est le fun parce qu'il ouvre sur le peintre. On voit un peintre, on voit un dandy qui se promène, qui nous drop. Ah, je peux pas vous la faire entendre. Mais enfin bref, on y reviendra. Il fait un super beau liner dans lequel il dit essentiellement je choisis mes amis pour leur apparence physique et mes ennemis pour leur potentiel intellectuel. Ne jamais sous-estimer l'intellect d'un ennemi. Enfin bref, c'est un petit liner qui m'a fait plaisir, mais je ne peux pas vous le faire écouter. Donc, bref, Dorian Gray, qui est l'histoire de ce dandy-là, au fond, debout, qui est un beau bonhomme. Et je vais fermer au là-dessus. L'histoire du film, c'est... En fait, l'histoire
de Dorian Gray. Il y a quelqu'un qui fait son portrait et à travers quelques magouilles, le portrait lui et le portrait sont comme séparés, si tu veux, et c'est le portrait qui va subir les effets du temps, les effets des abus, les effets de blessures corporelles. Bon. Alors, j'ai mal timé mes affaires. Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Donc, c'est le portrait qui va vieillir et Tu éventuellement... peux y aller, mon gars. Merci. Vas-y, Éventuellement... ma cerise. Comment déconcentrer quelqu'un? Éventuellement, dans l'histoire, lui et le portrait vont s'interchanger. Et là, il va vieillir à vitesse accélérée, éventuellement mourir. Mais, donc, le film, comme on peut voir ici, est tourné majoritairement en noir et blanc. Sauf 2 plans. Le premier, qui est le moment où Dorian Gray voit son portrait. Et le portrait, c'est celui-là ici. Donc là, on est dans un monde où les gens ne voient pas nécessairement des films couleurs sur une base régulière, 1945. Et là, on voit le portrait en couleur, tout est cool. Le film redevient noir et blanc, et ça reste noir et blanc pour presque tout le film. Et là, le restant du film, bon, on voit Dorian qui se découvre une histoire d'amour, il se passe des choses, il fait des abus, il se meurtrit. Et là, on se met à ne plus voir la toile. Et la toile change, et on sait qu'elle change, parce qu'il nous en parle, il nous en parle, il nous en parle. Et là, soudainement, arrive ce plan-là, aux 2/3 du film. Le plan où le peintre revoit pour la première fois la toile, mais beaucoup plus tard dans l'histoire. Monsieur Gray a fait énormément d'abus là-dedans. Tu vas pas nous spoiler le film, j'espère. Si. et le plan, c'est celui-ci. Oh. Ah oui, bien creepy. Voilà. Ah, c'est pas mal quand même. Et le plan dure exactement 14 secondes. Maintenant, moi, ce qui me fascine là-dedans, à part le fait que la toile est extraordinaire, qu'on dirait des couleurs qui sortent directement de Colors from Outer Space, c'est très Lovecraftien, là. Oui, Dans vraiment monde, belle. on s'attend à voir les tentacules sortir de la toile. Ce qui me fascine là-dedans, c'est que là, il faut faire un voyage dans le temps, là. Faites un voyage dans le temps avec moi. On est en 1945, la Deuxième Guerre mondiale vient de finir, ou est sur le point de finir. Le VHS n'est même pas quelque chose qui a été conçu dans la tête des gens. Il n'y a aucune possibilité de revoir un film une fois que tu es allé le voir en salle. Tu t'installes dans une salle et tu vois ça pendant 14 secondes et après, tu le vois plus jamais. Et là, tu reviens chez toi, là tu y réfléchis le soir, tu te couches le soir, peut-être que tu fais des cauchemars toute la nuit en repensant à cette horrible chose que tu as dans la face et tu le reverras jamais, jamais. Là, maintenant, on peut le réécouter, je peux faire pause dessus, c'est cool. Mais voilà. Donc, c'est ce qui me fascine. Moi, j'essaie de me repenser, j'essaie de me ramener à cette époque-là et de me mettre dans les souliers des gens qui voyaient ça. Le film termine, ils sont comme « What the shit? Mais qu'est-ce que je viens de voir? » Et c'est tout. S'ils veulent revoir la même image, il va falloir qu'ils retournent en salle, qu'ils repayent. Et tu peux pas faire pause, là. C'est une expérience de 14 secondes, that's it. Est-ce que le premier plan en couleur est aussi 14 secondes? C'est une excellente question. Comme ils ont-tu fait les deux exactement pareil? Je ne sais pas, je me pose. Mais c'est fou, la couleur, comment qu'elle est belle. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une édition qui a été refaite ou quoi. Ouais, mais... c'est peut-être une édition qui a été refaite. C'est possible, mais ça devait quand même avoir l'air de ça à l'époque. Parce que si tu compares au Technicolor de 11 secondes, le premier. Ah, c'est triste. Ça aurait été un album fun. On aurait découvert quelque ouais, chose. On aurait été comme wouh! On aurait été sur Wikipédia. Les deux plans sont 14 sa secondes. gueule, terrible. Non, ça rentre dans le Technicolor. Tout fonctionne au niveau de la couleur. Je suis pas perturbé par le fait que les couleurs aient l'air de ça, mais je trouve ça très cool qu'il ait inclus 2 plans en couleur dans un film noir et blanc. C'est peut-être tout ce qui peut se permettre au niveau monétaire. C'est quand même une beurrée. Respect aussi au peintre qui a peint ça, qui apparemment été un peintre surréaliste de l'époque, qui s'appelle quand même assez lousse là, sur ses toiles. Puis voilà. Donc, ils lui ont demandé, peux-tu nous faire quelque chose d'horrible? Il est arrivé avec ça. Respect. That's all I have to say. Je me demande si cette toile-là existe toujours. Genre, y a-tu quelqu'un qui a ça dans son salon, là, qui l'a acheté pour des millions de dollars? Ça serait dans des archives d'MGM. Et si c'est le cas, je serais très curieux d'aller jeter un coup d'œil dessus. Ouais. Ça a dû vieillir, par exemple, dépendamment de la méthode. Dépendamment s'ils l'ont bien préservé ou pas. On parle de films couleur, films noir et blanc. Laurent, je crois que tu es un fan aussi de créatures classiques, parce que je vois en arrière qu'il y avait un Creature of the Black Lagoon.
Oui. Moi, peu importe l'époque, là, si le film est bon, je vais l'aimer. Justement, tous les classiques d'Universal, là, je tripe vraiment. Là, Frankenstein, La créature du lac noir, La momie et tout. Les films de la Hammer, ben là, on commençait justement dans le Technicolor un peu. Mais ouais, les vieux films, j'aime vraiment ça. C'est rare quand même. Ben, je dis c'est rare, mais il y a bien du monde qui est fan d'horreur que je connais qui n'ont même pas découvert encore le noir et blanc. C'est comme. Mais c'est vrai que c'est rare. On dirait que ça les intéresse pas ou quoi. Puis je vais être honnête avec toi, moi, quand j'ai commencé, ça fait juste comme quelques années. Auparavant, j'aimais pas ça, les films en noir et blanc. Puis à un moment donné, pour des raisons familiales, sans nommer qui que ce soit, hein, Zomblard? Je comprends pas de quoi tu parles. Enfin, oui, mais. Non, mais de toute façon, c'est plate. Moi, je veux savoir, t'en as déjà fait des vidéos sur YouTube qui parlent de vieux films en noir et blanc? C'est déjà arrivé? Ouais. Et tu les as vendus comment, en fait? Parce que c'est pas évident de proposer à quelqu'un qui est habitué à des films de maintenant de regarder un film en noir et blanc quand t'es pas habitué, c'est clair. Exactement. Ben, comment je les vends, moi, c'est un peu comme Guillaume. Je dis aux gens d'essayer de se remettre dans le contexte de l'époque, de se dire que ça, ben, c'est, je sais pas, n'importe quel film, un Frankenstein, c'était un peu la première fois qu'on voyait genre un monstre comme ça au grand écran. Puis de se dire qu'il y avait des techniques qui avaient jamais été utilisées auparavant. Tu regardes, c'est un film muet, c'était le Fantôme de l'Opéra en 1925. Il y a un moment donné dans le film, il y a vraiment une tête coupée. Tu vois très clairement, puis que les yeux de la tête se ferment un peu, ils clignent des yeux comme ça. Tu sais, je veux dire, des effets aujourd'hui, ça serait en CGI, tu le verrais à 100 000 à ronde, puis là-dedans, ça passait très bien. Puis c'est pas parce qu'un film a presque 100 ans qu'il est forcément mauvais. Là. The Invisible Man m'a vraiment surpris. Franchement, les effets spéciaux de ça, c'est incroyable. Là. Parce que c'était quoi ça, dans les années 30, si je me trompe pas? 1933. Ouais. Je regardais ça, puis je suis comme, comment ils ont fait ça, tabarouette? Ils n'étaient pas là, me semble, mais ils ont vraiment fait un travail excellent. Je sais pas comment ils ont fait ça, pour vrai, honnêtement. Là. Faudrait que je me renseigne, mais vraiment, c'était hyper bien fait, tu sais, pour un film de l'époque. Là. Je suis pas mal certain que l'information. J'ai déjà vu un making-of de. Je me souviens plus, mais j'ai déjà vu un making-of de ça, donc c'est probablement assez facile à trouver là, sur. Je pense qu'il y avait beaucoup de découpage de négatifs là-dedans. Ouais, à l'époque, ils faisaient beaucoup ça. Là. Ouais. Mais non, c'est ça, les vieux films, moi, c'est ça, souvent les jeunes, je dis les gens de ma génération ont comme un blocage. T'as quoi, 25 ans, pauvre petit? Ouais, c'est ça. Demande à Zomblard, l'âge qu'il a. Mais c'est ça, on a souvent comme un blocage pour se dire les films avant 1999, c'est tout mauvais. Ben, pas forcément. Là. Non, faut que tu fasses comprendre à quelqu'un qui dit ça que les années 80, c'est les meilleures années pour les films d'horreur. Oui. 70-80, là, j'avoue que c'était la meilleure époque. Fort. Il y a beaucoup de films de Universal. J'en ai plein ici que je n'ai pas vus. En fait, j'ai vu plein de parties à cause des cours de cinéma, puis à un moment donné, tu finis par voir des bouts, mais m'asseoir puis regarder un film du début à la fin, je me rappelle pas quand est-ce que ça m'est arrivé, justement, un film des années 30 ou quelque chose comme ça. Ça manque vraiment à ma culture, je crois. Des fois, tu sais, faut que tu sois dans un mood pour ça. Il faut que tu te laisses carrément aller. Tu te laisses envoûter par le charme de l'époque, un peu, si tu veux. Là. C'est vraiment tout un autre univers. En parlant de se laisser aller, si tu nous racontais une petite anecdote. Yeah. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Et Zomblard, il est quand même utile. À soir, il pose des bonnes questions, il parle les chroniques à temps. C'est rare. Ça a pris quoi, quasiment 8 mois avant de se rendre là? 41 épisodes. Mais sérieusement, Laurent, c'est tout le temps quelque chose qu'on demande à nos invités, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des anecdotes croustillantes. Fait que je te laisse aller. Je sais pas si c'est croustillant, mais c'est un peu cocasse et un peu honteux, si tu veux. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, moi, la majeure partie de mes abonnés sont en France. T'allais dire quelque chose, Zomblard? Non, justement, c'est croustillant et pas avouable. Je reste là. Et ça parle de ma C'est pas si pire que ça. C'est juste un peu drôle quand même. Bon, donc, ok, je te laisse. C'est ça, mes abonnés, la plupart sont en France et tout.
Donc, moi, j'ai pas tant, si je regarde mes statistiques YouTube, j'ai peut-être 20% de personnes au Québec qui regardent, ce qui fait que, bon, je me fais pas tant reconnaître en public que ça. En fait, c'est arrivé 2 fois. OK. Puis moi, quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit, ah, yes, les gens vont vouloir parler de films d'horreur avec moi, ça va être le fun. J'appréhendais vraiment ces moments-là. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. La première fois, c'était il y a une couple d'années, c'est ça. Je revenais du cégep. Quand je suis sorti du métro à Honoré-Beaugrand, je voyais un gars avec ses écouteurs, puis il me regardait tout le temps du coin de l'œil comme ça. J'étais comme, c'est qui? Tu vois du monde weird dans le métro. Puis là, je vais attendre mon autobus. Le gars rentre dans l'autobus avec moi. Il s'assit genre en face de moi. Moi, j'écoute ma musique. Je gosse sur mon téléphone, puis je le vois, le gars, il est même aussi, puis il me regarde encore pas mal. Là. OK, qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, je fais pas le lien tout de suite. Je sonne à mon arrêt. Le gars débarque en même temps. Là, je suis comme, moi, je suis un peu paranoïaque dans la vie. Je me dis, je vais-tu me faire tuer à soir ou ben non, qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai eu peur qu'il me suive jusqu'à chez nous, mais non, il a tourné la rue et tout. Mais un peu plus tard dans la soirée, je reçois justement un message sur mon compte Facebook d'Horreur Critique qui dit hey, je pense que je t'ai vu dans l'autobus 186 vers Pointe-aux-Trembles. Oui, c'était moi, ok. Il m'a dit ça, j'aime vraiment ce que tu fais. Puis tout, là, je dis, ah, ben c'est nice, t'es un abonné, puis tout. Après ça, je me suis dit, mais c'est quand même weird parce qu'il a débarqué au même avec moi, fait qu'il sait à peu près où j'habite. Il irait un peu paranoïaque pareil. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, C'est pour ça que c'est tu as arrivé, déménagé. je pense. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai déménagé. Good move. La deuxième fois, c'était il y a peut-être 2 ans. J'étais au Club Soda pour un show hommage à Led Zeppelin avec mes amis puis ma blonde. Puis, ben, c'est ça, on arrive là. Je prends, bon, 1 bière, 2 bières, 3 bières. Puis, peut-être qu'avant de rentrer, j'étais dehors avec mes amis. Peut-être qu'on a fumé un peu. Je dis ça de même. Moi, c'était légal. Peut-être qu'on a fumé un peu. Fait que je suis sur mon nuage quand je rentre là. Je suis pas tout à fait conscient. Mes amis vont chercher un drink. Moi, je suis avec ma blonde. Je suis bien. J'ai une face un peu perdue de même. Puis là, il y a un gars. C'est Jasmin. C'est Jasmin. Ah, ouais, c'est ça, la tête je passe la joke, je m'excuse. Mais il y a un gars qui arrive avec ses gros yeux de même, sûrement qu'il était dans le même état que moi. Il me pogne la main de même. Hey, t'es le gars d'Horreur Critique. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un quand même gêné. J'essaie d'éviter les contacts sociaux, mais là, buzzé puis sous de même, là, c'est encore pire. Fait que juste, ouais, c'est pour oui, ok. J'aime vraiment ce que tu fais. Puis le gars essayait d'embarquer dans une conversation. Moi, j'avais juste le goût de m'enfuir. Ouais, ok, mais je vais reprendre les vidéos bientôt. Là, je sais pas ce que je vais faire. J'étais complètement inconscient. Puis justement, récemment, j'ai fêté les 10 ans de ma chaîne. Puis le gars a écrit en commentaire. Hey, je sais pas si tu te rappelles, on s'est rencontrés au Club Soda. T'étais vraiment nice. On a eu une belle conversation. On n'a pas le même souvenir, je pense. Moi, j'essayais de m'enfuir. Le gars était bien fin, mais moi, j'avais juste le goût de m'enfuir. C'était assez bizarre. Mais c'était les 2 seules fois que je me suis fait reconnaître en publicité. C'est très drôle. Moi, ça m'est arrivé une fois dans le métro. Je suis dans le métro, il est super tard. Et il y a quelqu'un qui m'enligne, il vient me voir, puis il fait hey, c'est toi qui as fait Under the Scares, le documentaire? Je suis comme ouais. Et là, le métro arrête, la porte rouvre, puis la personne s'en va. C'est tellement weird. OK. Même quand ça arrive. La seule fois où ça m'est arrivé, quelqu'un m'a approché et m'a dit t'es-tu Steve Villeneuve? Oui, t'as dit oui, c'est ça? Ah oui. On a toutes sortes d'anecdotes bien bizarres. Hein. Ah, j'adore le monde bizarre. Mais tu disais, je pensais me faire reconnaître quoi que ce soit. Est-ce que tu sors des places comme Aspas? T'es-tu déjà venu au Requiem? Est-ce que tu vas dans ces choses-là, justement, aux encans d'horreur fanatiques, mettons un vendredi soir à Mandeville? Est-ce que ça t'arrive d'aller là? Ou... Sais-tu, je pensais être fan de films d'horreur jusqu'à temps que je vois vos podcasts, parce que vous autres, vous êtes toujours dans les festivals de même. Hey, je suis jamais allé, ne serait-ce qu'au Comic-Con. Honnêtement, là. J'ai honte à moi quand même un peu. Je vais te dire quelque chose, ça ne te sert plus à rien d'aller au Comic-Con à cette heure depuis que l'organisateur des parties d'horreur il est plus là. Ah, ben là, non, mais écoute, je pense que ouais, le projectionniste aussi. Ouais, mais la seule fois que j'ai voulu y aller, c'était l'année de la pandémie. Fait que ça a fucké mes plans, là. Je vais te dire quelque chose, par exemple, je le dis à plusieurs personnes. Va à une convention d'horreur. Et je te dis,
tu n'arrêteras plus jamais après ça d'y aller. Et là, Ouais, j'imagine. on est en train de se pogner un bon groupe. Là. Je pense qu'éventuellement, là, nous, notre but, là, c'est d'aller à Shockstock au mois de mai en Avec le autobus plus avec de toute monde la possible. gang, faire une émission là-bas. Fait que on t'en reparlera parce qu'il y a Ah, déjà une couple de certain, je garde ça en personnes qui tête. nous ont dit écoute, c'est sûr qu'on veut y aller, on n'a jamais été dans des conventions, puis ça va être le fun, Moi ça non va être plus, pas en tout. Ça manque un gros vraiment ma party. culture. Il faut que je franchisse le pas. Là, ça a l'air trippant pour vrai. Là. J'étais sûr, Martin, que tu allais dire je le dis toujours à tout le monde, mais ne va pas là Mais parce que pas à sinon toi. tu vas toujours vouloir y retourner. J'étais sûr, c'est ça que tu allais dire. Non. Et moi, Mais j'ai une c'est question. semblable. 10 ans de critiques sur YouTube, est-ce que éventuellement ça t'a amené à être mis en contact avec des réalisateurs, avec des producteurs, avec des acteurs? Est-ce que ça t'a amené à ce contact-là ou pas tant pour l'instant, tu fais ça de ton côté? Puis... Ben, j'ai toujours pas mal fait ça de mon côté, mais je pense que c'est arrivé une fois. J'avais fait de la critique du film Le Scaphandrier. Puis, Oui. ce que j'ai su, Alain Vézina avait vu la vidéo. Et Effectivement. je me souviens plus de l'acteur, mais l'acteur qui jouait le scaphandrier avait laissé un commentaire en dessous de la vidéo pour dire il m'avait remercié de la vidéo, qu'il avait bien trippé aussi faire le tueur zombie dans le film. Puis ben, j'étais vraiment content de ça, mais sinon, non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai plus pris contact avec d'autres YouTubers là, ailleurs au Québec ou en France. Je pense que Alain m'a confirmé que tu es le seul à avoir fait une critique positive du scaphandrier au Québec. Fait qu'il apprécie vraiment. Yes, au moins, critique. parce que pour vrai, tu sais, sans que ce soit un chef-d'œuvre pis tout, mais je vois l'intérêt du film. C'est un bel hommage aux slashers des années 80. Là. C'était vraiment trippant comme film, j'avais bien aimé ça. On arrive à la fin du show, il nous reste un petit 4 minutes. Moi, j'avais une dernière question. Ben oui, ça va vite. J'aurais une dernière question. S'il y a quelqu'un qui veut se partir une chaîne YouTube, justement, un peu comme que tu fais toi, as-tu des conseils à faire ou à ne pas faire, en fait? Le premier conseil que je dirais, c'est lance-toi. Lance-toi vraiment, parce que si tu prends jamais de risques, tu sais pas qu'est-ce qui peut t'attendre. Tu sais, moi, j'ai hésité longtemps à la faire, ma chaîne. Puis écoute, je regrette rien du tout. Le seul conseil que j'aurais, c'est écoute ta communauté. Dans le fond, parce que c'est pour eux que tu fais ça, puis tu peux pas nécessairement les décevoir. Fait que quand tu te donnes des petits conseils, il faut pas que tu le prennes trop personnel. Admettons, améliore ton son, améliore ci, améliore ça. Ben, écoute-les, fais-le en temps et lieu, puis fais-le parce que ça te tente de le faire aussi. Cool. Faut pas se forcer. Ben écoute, merci Laurent d'être... Non, dernière question. Oui, la dernière. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'année avec toi? Pour l'année 2022, je sais pas encore qu'est-ce qui va sortir. Il va y avoir d'autres épisodes d'horreur critique, c'est sûr. Là, j'ai d'autres petites capsules un peu hors série où est-ce que je parle de musique, de rock, de ces affaires-là. Puis j'ai une émission qui s'appelle La Cinéculture où est-ce que c'est des vidéos pas mal plus longues, de genre 40 à 50 minutes où je parle de n'importe quel sujet en lien avec le cinéma, pas nécessairement le cinéma d'horreur. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme sujet précisément, mais je sais qu'il va y avoir pas mal de vidéos très longues et des gros projets aussi en 2022. Et tu vas aller à ta première convention d'horreur. Oui, Hein? oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça va être une de mes résolutions. Ça. Est-ce que tu vas documenter ta visite? Pourquoi pas? Tant qu'à faire un petit épisode vlog en convention, en festival, cool. ça serait nice. Écoute, merci Laurent de t'être prêté au jeu pendant 1 heure avec nous. Ben, merci à vous. Écoutez, c'était mon premier podcast, puis j'ai adoré ça. J'espère qu'on va se rencontrer live un jour. Oui, Guillaume? J'espère aussi. Je veux répondre à une question que tu as posée plus tôt dans l'épisode. La toile de Dorian Gray a été exposée pour la dernière fois en 2018 au Art Institute of Chicago. Et apparemment, elle y est encore. Elle n'est pas nécessairement exposée, mais elle est dans les archives là-bas. Donc, il y a quelqu'un qui a cette toile-là. Holy cow. Si un jour on Ouais, va à Chicago sur la route de l'horreur, il faut rentrer en communication avec les autres en disant on veut voir cette toile-là. Ça serait complètement... Je suis d'accord. Elle s'est promenée pas mal, ça a l'air. Fait que, écoute, je vais prendre le temps de remercier les bières philosophales là, qui nous nourrissent à toutes les semaines, Horreur Fanatique qui est avec nous depuis un bon bout et pour toute l'année 2022. Fait que très cool, Horreur Fanatique. Et comme on disait, hein, c'est difficile d'avoir des abonnés sur YouTube. Fait qu'allez vous abonner à notre chaîne, allez nous liker sur Facebook, allez nous suivre partout, écoutez les podcasts. Tu sais, quand vous êtes un dimanche après-midi
vous allez vous promener dehors avec les enfants, là, ben, ouvrez la chaîne YouTube, faites play sur la playlist, puis laissez rouler ça. Laissez rouler ça juste pendant la journée, là, YouTube, puis on aime ça. Fait que voilà, le message est passé. Zamblar, je te laisse ça pour terminer. Je pensais que en tu étais en train de dire beauté. faites écouter ça à vos enfants. Puis, Ben oui, Mais pourquoi oui, pas? mais oui, Ça surtout découvre mes des thèmes. interventions. surtout faut qu'ils apprennent un bon français. Exactement. Merci Laurent de ta présence parmi nous ce soir. me C'était fait plaisir. vraiment bien et puis on va continuer à te regarder sur ta chaîne. Qui est vraiment Mais merci excellente. beaucoup. Continue. Et une petite dernière pour la route, forcément. Hein. Vous êtes prêts? Alors, Oui. que dit un vampire en quittant sa victime? Oui, non, il lui dit merci beaucoup.